Bonjour, merci de nous retrouver sur Al d'Abreguan, ça en ce lundi matin 11h15. Bonjour David. Bonjour Frédéric. Comment vas-tu? Très très bien, je te remercie. En pleine forme? Oui, merci. Alors cette semaine nous allons parler de confiture en particulier. D'arboriculture. D'arboriculture avec Marie-Claude Scarbon. Bonjour Marie-Claude. Bonjour. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes donc arboricultrice du côté de Côté-les-Courtitiat, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Alors on va déjà découvrir cette profession. Bon, tout est dans le mot déjà, dans le nom arboriculteur, mais concrètement pour les personnes qui connaissent pas, en quoi consiste ce métier exactement? Bon, déjà l'arboriculture, ça appartient bien sûr à l'agriculture, donc je suis donc agricultrice. Et nous, on est en arboriculture, on est en arbres de plein vent, ce qu'on appelle des arbres de plein vent, c'est-à-dire que c'est un verger traditionnel qui a... comment dire, il y a plusieurs générations qui ont travaillé sur ce verger et donc j'ai repris l'exploitation avec le verger existant d'arbres traditionnels. On a des agrumes par exemple qui sont centenaires. Donc c'est le verger qu'on avait visité quand je venais te voir en coteau. Voilà. Tu as une vue splendide sur la vallée. Oui, c'est vrai. C'est en altitude, donc c'est plus rare quand même de faire des agrumes ou des fruits en altitude. Oui, bon, déjà, oui. Là où tu avais le verger, c'est 300 mètres. Donc c'est la limite supérieure, vraiment. Ah oui. Voilà, c'est vraiment à risque lorsqu'il neige, lorsqu'il y a du gel. Pour le gel. Voilà. Et c'est pour ça que c'est un verger qui est très dense, qui n'est pas du tout planté comme en plaine orientale. Et bon, c'est un verger où on fait tout à la main. Rien n'est mécanisé, mais rien n'est mécanisable non plus. C'est vraiment le verger à l'ancienne. Le verger à l'ancienne. Vu sa disposition, voilà. C'est vrai que mécaniser, c'est difficile. Non, c'est carrément impossible. Et donc, comme il fait froid, comme c'est en altitude, on rapproche la Voilà, culture. le fait que ça soit très dense, ils se protègent entre eux quelque part. Oui. Quoi. Et quand il y a parfois de la neige ou du gel, on y va. Et qu'est-ce qu'il faut faire il nous arrive de secouer les arbres pour éviter que la neige fasse trop de dégâts sur les... Et au plus, ce sont les arbres en périphérie, donc les agrumes dessus, qui sont touchés. Quoi. Mais c'est seulement les arbres qui en périphérie. Quoi. Vous êtes à quelle altitude? De 300 mètres? C'est-à-dire que le verger est à 300 mètres, oui. parce que le village, nous on habite l'exploitation, le siège de l'exploitation est au village, on est à 680 mètres. D'accord. Ouais. Ce qui nous permet en même temps d'avoir une grande variété de fruits. Parce qu'on a des fruits de montagne, comme tout ce qui est fruits rouges, fruits secs comme la noix, la noisette, la châtaigne. Et puis on a des fruits qui sont plus spécifiques en plaine, à savoir donc les agrumes, les amandes, les choses comme ça. Et tout ça, c'est sur la même commune de Côte-les-Courtitiat? Oui, 100% de l'exploitation est sur la commune. C'est la magie de nos villages chez nous. Oui. C'est quasiment de la mer à la montagne. Ah oui, un peu de temps. Voilà, tout à fait. Et encore, nous, on a encore une vie assez sédentaire par rapport aux générations précédentes, où il y avait vraiment un vrai déplacement des gens entre la plaine et le village en fonction des saisons et du travail qu'il y a à faire. Quoi. Donc, si j'ai bien compris, vous avez le verger donc à 300 mètres où là vous avez les agrumes, etc. Parce que forcément verger, à 600 mètres, c'est pas possible. Et vous avez une autre partie qui est un petit peu plus haut pour les fruits rouges et pour les fruits secs. Les châtaigniers, on les a carrément en montagne. Quoi. Ah ouais. Ouais. Enfin, toujours courtes, les mais en montagne. Donc, ça doit être compliqué quand même de pallier à tous les problèmes qu'il peut y avoir sur les 3 parcelles ou 4 parcelles. En même temps, les fruits n'arrivent pas à la même saison. L'hiver, c'est les agrumes, donc on est plutôt en plaine. On a fini les châtaignes, par exemple, et puis sur décembre, et on a fini de récolter. Et ensuite, on passe à la plaine, où il y a toute la période des agrumes. Ça nous porte jusqu'au mois d'avril. Ah oui. Donc après, on alterne. En même temps, c'est pas si loin, la plaine et le village. On ne se déplace pas à pied, donc ça va. On peut très bien faire les deux dans la journée. Mais souvent, et ça permet d'étaler les productions. Par exemple, on a des cerisiers à 200, 300 mètres et on a des cerisiers à 600 mètres parce que c'est un arbre qui s'adapte très bien à l'altitude. Et donc, ça nous permet de récolter dans un temps plus long puisqu'on n'est que deux. Quoi, les produits sont les mêmes selon qu'on récolte une cerise à 200 mètres ou à 600 mètres? Non, déjà l'ensoleillement est différent et puis ça fait plutôt, quand je dirais, ça fait plutôt fruits primeurs en ce qui concerne les cerises par exemple ou les abricots, alors que les abricots qui sont au village, ils viennent sur début juillet et ils ont pris plus de soleil. Donc c'est pas la même chose, non. Moi je sais pas toi David, mais ça m'a toujours fait rêver les vergers dans les métiers de l'agriculture. C'est celui que j'aurais aimé faire parce qu'il y a de la poésie dans ce métier. Je te rejoins totalement parce que je discute souvent
avec Sébastien Bonnard, et je lui dis, moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est d'avoir un verger un jour, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est attirant. Maintenant, je pense que c'est assez compliqué. C'est du boulot. Parce que ça part de loin, quand même. Hein. Oui, un verger, déjà, c'est une culture pérenne. Hein. C'est pas comme du maraîchage où tu le plantes en hiver, et puis tu vois, pas en septembre-octobre. Voilà. C'est du travail aussi, je dirais, quasi quotidien. Il y a de l'entretien, il y a de la logique, paysanne, je dirais. Oui. Hein. Et il faut être très, très adapté au milieu, à l'endroit où est planté l'arbre. C'est très, très important, quoi. L'altitude, l'endroit, la façon, enfin, voilà. On peut pas faire n'importe quoi. On peut pas planter un arbre n'importe où. C'est pas possible. Quoi. Oui. Parce que c'est vrai que dans l'imagination, je pense, de l'éditeur lambda qui nous écoute, aller chercher la pomme de terre ou la carotte, il faut aller la chercher. Ça, on imagine un labeur derrière, etc. Mais on a l'impression que les fruits, ça pousse tout seul, finalement, et ça tombe tout seul. Et c'est complètement faux. C'est une image. C'est une impression. Je vous invite un jour à venir à une récolte. Vous allez voir que c'est pas évident du tout. Surtout sur le type d'agriculture qu'on a, c'est-à-dire une agriculture de montagne. C'est compliqué. Un fruit, c'est délicat. Ça se cueille pas n'importe comment. Si on veut le conserver, si on veut pouvoir le vendre dans de bonnes conditions et que ce soit un fruit vendable et présentable, non, c'est un vrai gros travail. Surtout qu'on est sur des arbres de plein vent, donc c'est pas taillé comme un verger, comme dans la Drôme ou certains vergers en plaine orientale. On fait pas de la cueillette les pieds au sol. Hein. Donc on est ou sur des échelles ou en hauteur. Donc c'est un. Oui, on met pas des filets comme pour les olives et on n'attend pas que ça tombe. Voilà, par exemple. Comme dans Astérix, ça. On attend qu'il Voilà, il nous est arrivé de faire de temps en temps, parce qu'on a des oliviers, lorsque la saison est bonne, puisqu'on ne traite pas, on est en agriculture biologique. Et quand ça nous arrive de pouvoir récolter les olives, ça me paraît une activité tout à fait tranquille, quoi, par rapport au reste. On va se quitter Marie-Claude Escarbon, qui, on rappelle, vous êtes arboricultrice à Côte-les-Courtitiates, dans la vallée de la Gravonne. On se donne rendez-vous demain. On va passer la semaine ensemble. On va parler de plein de choses. Déjà, des fruits. De tous les fruits, les confitures, la farine de châtaigne. Exactement. On va passer une bonne semaine ensemble. On parlera de toutes ces saveurs jusqu'à vendredi, où tu nous livreras une recette. Petite recette, oui. Peut-être une tarte aux pommes, je ne sais pas. On verra samedi. Vendredi, pardon. Bien demain. À demain, merci. Sapori rencontre un producteur insulaire, viticulteur, maraîcher, apiculteur, éleveur, horticulteur, cultivateur, ostréiculteur, arboriculteur. Ils sont tous là dans Sapori sur Alta Frequenza, aux côtés du chef David Mezzaki, qui s'amuse avec les produits pour les mettre dans vos assiettes. Sapori, une émission présentée par Frédéric Bertocchini et David Mezzaki. Bonjour et merci de nous rejoindre. Il est 11h15 sur Alta. Bonjour David. Bonjour Frédéric. Pleine forme aujourd'hui? Oui, très bien. Et toi? Comme d'habitude, très très bien. D'autant qu'on parle de fruits en particulier cette semaine avec Marie-Claude Escarbon. Bonjour Marie-Claude. Bonjour. Qui va nous parler de ces bons fruits du village de Côte-les-Courtitiates, dans la vallée de la Gravonne. Alors hier, on a commencé à parler un petit peu de l'exploitation. On a bien compris que ça va de 300 mètres à 600 mètres avec toute une variété de fruits de plaine et de montagne. Concrètement, Marie-Claude, combien vous avez d'arbres sur vos terres, on dira? Concrètement, je ne sais pas. Je dirais peut-être 250, 300, ça fait pas beaucoup. Hein. Mais ils sont répartis sur de la prairie naturelle parce qu'on a un élevage bovin. Oui. Et donc, c'est pour ça qu'on a des arbres, comme je le disais hier, de haute tige, parce qu'on a un élevage bovin. L'avantage de l'élevage bovin sous les arbres fruitiers... Il nettoie, mais... Pardon? Ils nettoient peut-être. Non, déjà oui, et surtout ils ont la bonne idée de se reposer sous les arbres, donc du coup c'est un fumier, et il faut savoir que le fumier des bovins, c'est ce qu'il y a de plus équilibré pour un arbre fruitier. Hein. Ah oui. Il n'y a pas mieux que le fumier de bovin pour les arbres, donc tout va bien.
de ce point mais de vue-là. Mais ils ne mangent pas. Bah si, les branches basses, ça n'existe pas. Oui, ça c'est clair. Donc c'est pour ça que ça rend un peu plus complexe la cueillette. Mais en même temps, on a des arbres, je touche du bois, on a des arbres relativement sains, il n'y a pas trop d'attaques, il n'y a pas de choses comme ça, quoi. En fait, on nous expliquait souvent dans cette émission, parce qu'on a reçu beaucoup des agriculteurs en bio, que la diversité de la culture fait qu'en fait, il y a une culture saine. Oui. On vient aider l'autre, un vient compléter l'autre. On n'est ni dans la production intensive, ni dans l'unité de la production, c'est-à-dire pas de monoproduction. Donc du coup, ça limite effectivement parce que être par exemple sur un verger intensif en agriculture biologique, je pense que ça doit demander énormément de technicité. C'est très compliqué, c'est plus compliqué. On part d'un verger traditionnel qui déjà est un arbre, ce ne sont pas des arbres taillés. Bon, il faut savoir qu'un arbre, plus il est taillé, plus il est affaibli. Plus on l'affaiblit et plus on lui fait prendre des risques de maladie. Plus on le laisse sur son port naturel, que ce soit en taille et tout ça, plus il est fort. Je sais pas, c'est comme, je dirais presque, j'ai envie de comparer avec un sportif. Un sportif de haut niveau, c'est quelqu'un de très fragile finalement, avec un programme terrible. Ouais. Alors que voilà, quelqu'un qui est un peu sain et qui mange un peu sain et tout ça, il est généralement plus costaud, quoi. J'ai écouté une émission l'autre jour à la radio, il parlait justement des arbres et des plantes, et il disait... Bien entendu, ils sont beaucoup plus développés que l'être humain par rapport à leur sensibilité. Un arbre ressent une caresse, ressent un insecte qui vient se poser sur lui. Et ils sont capables, par exemple, on prend l'exemple du chêne, par exemple, ils sont capables d'envoyer, je ne sais pas comment on dit, mais une information aux feuilles pour que le tanin vienne dans les feuilles pour pas que les chèvres, les brebis viennent... les arbres, c'est sûr. Moi, je me souviens, quand il y a eu la sécheresse, je ne sais plus, je crois que c'était il me semble en 2003 ou quelque chose comme ça, on a vu les arbres perdre leurs feuilles. Mais en même temps, ils se mettaient en mode survie, c'est-à-dire qu'il y avait une telle sécheresse qu'il fallait protéger. Et ce qui comptait, c'était les racines. C'était les racines, donc, hop, ils abandonnaient toutes les parties qui pouvaient éventuellement se reconstituer sans trop de mal, quoi. Donc, c'est un savoir qu'il faut quand même... Et ce qu'il fallait surtout pas faire, c'était intervenir en arrosant, parce que pour le coup, tout le mode qu'ils avaient mis en place, je parle des arbres, tout ce que les arbres avaient mis en place en mode de survie, on contrecarrait en mettant de l'eau, et ça, c'est pas bon, quoi. Donc il y a l'observation. Ah oui, sur le type d'agriculture qu'on fait, oui, c'est sûr. Et puis il faut réfléchir, on a un cerveau, ça sert à ça. Il y a une question qu'on n'a pas posée, David, depuis hier. Toute bête, quels fruits proposez-vous dans vos vergers ? Alors, si on commence, on va faire comme ça, sur l'année civile. À partir de janvier, je dirais qu'on fait tout ce qui est orange, agrumes, citron, pamplemousse, cédra. Ça nous emmène jusqu'au mois d'avril. Ensuite, à partir de juin, les fruits, donc là, ils sont plus en altitude. C'est tout ce qui est fruits rouges, c'est-à-dire les framboises, les cerises, les abricots. On aura commencé les abricots d'abord en plaine, je dirais en juin, et puis on finit les abricots en juillet, fin juillet sur le village. Ensuite, après les abricots, il y a toutes les prunes qui rentrent. Déjà la prune jaune, la japonaise, la première. Et puis pour finir avec la Reine Claude. Ensuite, en même temps que la Reine Claude, arrivent les premières figues. La figue noire d'abord, puis la figue verte. Toujours pareil avec cette alternance entre la plaine et le village. Et ensuite, en septembre, donc il y a la figue, si le temps est beau et sec, ça peut aller jusqu'en octobre, la production. Et puis ensuite, on fait tout ce qui est raisin, mais raisin de table, mais en petite quantité. En raisin de table, après les noisettes, les noix, les clémentines, et on est arrivé au mois de décembre. Bien sûr, la châtaigne au milieu à partir d'octobre, jusqu'à la farine de châtaigne quand on a suffisamment de châtaigne. Et puis voilà, c'est reparti. C'est un beau panel, quand même. Oui, ça fait c'est 12 mois de l'année. Et donc, pas de pommes, Si, il y a des pommes aussi. On a des pommes. Oui, cette année, on a eu une belle production de pommes. Il y a eu une belle production de pommes. C'est quelle variété que tu fais ? Je sais pas. Je connais pas. Ce sont des arbres anciens. Je peux même pas te dire. Ce sont des pommes anciennes. Voilà. Non mais attends, en tout cas, elles sont très bonnes. Elles sont très bonnes. J'en doute pas. Vraiment, voilà. Le samedi matin, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais les gens savent. L'avantage, voilà, je fais le marché le samedi matin à Ajaccio, dans l'espace qui est réservé aux producteurs. Et les gens savent que chez moi, il y a à part les agrumes où ça dure quelques mois, mais sinon, quand j'arrive avec des fruits, allez, c'est un mois, quoi. Ah oui. Voilà, c'est un mois, les gens savent, ils en profitent. Bon. Après, voilà, il y a encore des gens qui viennent me demander des pommes maintenant. Je leur dis, non, moi les pommes, déjà j'ai été jusqu'à début décembre, ce qui est quand même assez exceptionnel. C'est le temps qui a fait ça, finalement. Voilà, c'est ça. Et puis, non, elles se sont bien conservées aussi, puis on en a conservé pour nous. Comment ça se conserve une pomme ?
à la cave, en caisse. L'abri de la lumière. Oui, c'est ça, avec une surveillance. Et puis, à la base, il faut les cueillir bien, quoi. Qu'elles ne soient pas tapées, qu'elles ne soient pas bousculées à la cueillette. Ça, c'est vrai pour tous les fruits. Hein. Ouais. Oui. Voilà. Et pourquoi en bio, alors? Est-ce que tu as choisi comme ça bio depuis longtemps ou ça s'est imposé à toi? Oui, alors, déjà, c'est un verger traditionnel. Donc, c'est l'exploitation de mes beaux-parents que j'ai repris. Ouais. Bon, eux ne traitaient pas. C'était à l'ancienne, ils ne traitaient pas, voilà. Et puis c'était une exploitation à titre secondaire, donc du coup ils laissaient les choses comme ça et ça me convenait bien. Et ça, moi je suis passée en bio, j'ai fait la démarche en 1997 et j'ai été labellisée en 2000, voilà. Et en 97 ça paraît difficile à croire, mais ça marchait pas du tout, quoi. J'avais déjà commencé la transformation, je livrais déjà mes confitures dans beaucoup de magasins. Les magasins m'appelaient en 2000 alors que je mettais mon logo AB en me demandant d'enlever mon logo AB. Parce que j'avais 30% de vente en... Ils avaient 30% de vente en moins, ce que je trouvais complètement aberrant. Mais à l'époque, en 2000, il y avait des réflexions, mais pas croyables, du style moi j'ai pas besoin du bio parce que je ne suis pas malade. Les gens attendaient d'être malades pour consommer bio, quoi. Alors qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a bénéficié des scandales alimentaires qui ont, dans les années 2000 et tout ça, tous les scandales alimentaires ont fait que les gens ont commencé à se poser des questions sur leur alimentation en sachant très bien que l'alimentation, c'est la santé. Mais au départ, c'était... Et même mon mari me disait, mais enlève le bio, tu vois pas. Je dis non, c'était ma démarche. Moi, j'étais persuadée du coup. J'étais un petit peu en avance, j'avais 10 ans d'avance. Pour vendre, il faut mettre attention, il y a plein de produits chimiques utilisés. Allez-y, vous allez vous empoisonner. Là, les gens achètent, par contre. En plus, en Corse, il faut reconnaître que les gens ont mis du temps à réfléchir sur le bio. Déjà parce qu'ils ont gardé beaucoup une culture d'aller aux producteurs, ça c'est bien, mais en même temps ils se disaient mais non, mais en Corse les choses sont... mais on ne traite pas. Alors je dis attendez, allez voir les magasins spécialisés, les produits qu'ils vendent sont manifestement achetés, quoi. Non, ils pensaient que c'était de la production insulaire finalement, alors que c'est de l'importation. Voilà, il y avait de l'importation, mais même sur la production insulaire, c'était pas possible qu'on traite. C'était hyper traité, quoi. Du moment que ça vient de chez nous, ça peut pas être mauvais. C'était production locale, alors là il fallait un petit peu sortir de ce schéma, et puis mais maintenant les gens le savent, hein, c'est sûr, hein, ils sont plus attentifs. Son avant-garde est toujours un peu... Exactement. On essuie un peu les plats. Justement, on va parler demain on va poursuivre cette discussion, on expliquera qu'est-ce que le bio, qu'est-ce que c'est concrètement, le cahier des charges qu'il faut respecter pour être labellisé donc dans le bio. On se quitte, Marie-Claude Scarbon, qui est David. A domani. A domani. Sapori rencontre un producteur insulaire, viticulteur, maraîcher, apiculteur, éleveur, horticulteur, cultivateur, ostréiculteur, arboriculteur. Ils sont tous là dans Sapori sur Alta Frequenza, aux côtés du chef David Mezzaki, qui s'amuse avec les produits pour les mettre dans vos assiettes. Sapori, une émission présentée par Frédéric Bertocchini et David Mezzaki. Il y a un stand sur le marché qui s'est ouvert. Ah oui. On va le remettre, on discutait. Ouais. On peut discuter. Tu les écoutes, les gens. Tout autour de moi, tout le monde. Ouais, on peut retourner. Sapori rencontre un producteur insulaire, viticulteur, maraîcher, apiculteur, éleveur, horticulteur, cultivateur, ostréiculteur, arboriculteur. Ils sont tous là dans Sapori sur Alta Frequenza, aux côtés du chef David Mezzaki, qui s'amuse avec les produits pour les mettre dans vos assiettes. Sapori, une émission présentée par Frédéric Bertocchini et David Mezzaki. Allez, il est 11h15 sur Alta Frequenza. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour David. Bonjour Frédéric. Marie-Claude Scarbon qui bonjour. Bonjour. Vous êtes arboricultrice à, j'allais dire Sarro-la-Carcopine, non, à Côte-les-Cortitiates. C'est pas très loin, mais c'est de l'autre côté. C'est en face. Hein, c'est en face. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation cette semaine où on parle de vos fruits et de vos confitures. Ce sera le cas. Mais d'abord, j'aimerais qu'on continue de parler des fruits et du cahier des charges. Parce qu'hier, on a beaucoup parlé du bio. Vous nous racontiez notamment qu'il y avait une petite méfiance des gens, mais il y a une vingtaine d'années de cela ou une quinzaine d'années de ça, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on recherche le bio. Hein. Oui, aujourd'hui, les gens savent. Quoi. Celui qui ne sait pas, c'est qu'il ne veut pas le savoir. Qu'il faut manger sain et éviter de manger des pesticides et les conséquences des pesticides sur les fruits, notamment les fruits que l'on n'épluche pas.
Ouais. Ouais, c'est ça. À vous, vos fruits, on peut les manger sans les éplucher, on les lave bien. Ah oui, les laver parce que ils ne sont pas exempts ni de poussière, ni de choses comme ça. Mais non, oui, voilà. Et puis pour la transformation, même pour la transformation, c'est important. Et moi, j'ai quand même des clients qui achètent pour faire leur confiture. Et bien évidemment, et je leur dis, surtout s'il y a quelque chose où il faut faire attention, par exemple, si vous faites des agrumes, de la confiture d'agrumes, prenez-les en bio certifié. Bio certifié, je précise. Parce que c'est vrai, quand c'est traité sur les agrumes, c'est traité intensément. Méchamment, ouais. Intensément. C'est pas un peu de bouillie comme ça, c'est vraiment traité. Et encore, maintenant, les exploitants agricoles en conventionnel aujourd'hui ont des obligations de respecter les règles, ce qu'ils sont censés faire depuis tout le temps, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et donc là, il y a des contrôles qui sont faits, mais malgré tout, c'est quand même des produits assez forts. Alors, le cahier des charges pour être labellisé en bio, quel est-il? Ou plutôt, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Bon, c'est simple, déjà il ne faut pas traiter. Alors on peut traiter en agriculture biologique, mais il faut traiter avec des produits qui sont homologués et conformes au cahier des charges, c'est-à-dire pas des produits, principalement pas de chimie, quoi. Rien de ce qui est issu de la chimie ne peut arriver. Mais lorsqu'on dit du bio, c'est pas que le fruit, c'est bien en amont. C'est le sol, l'arbre, les fleurs, c'est tous les stades de la production, y compris le sol. On ne peut pas mettre de produits chimiques ou d'engrais chimiques sur un sol. Sur désherbant voilà, des choses comme ça. Ou même un engrais pour améliorer, je ne sais pas, la production, les choses comme ça. Ça, on ne peut pas le faire. Nous, on est exclusivement en fumier, quoi. C'est-à-dire que même les animaux, puisqu'on disait en début de semaine qu'il y avait des veaux qui tournent autour des arbres, les animaux aussi doivent être aussi à la même enseigne, hein, c'est-à-dire qu'ils sont... C'est-à-dire que nous, on a tous nos sols et tous les arbres sont en agriculture biologique. On a un tout petit élevage bovin, je précise, on a 7 vaches, hein. Donc 4 et 3, hein, c'est petit, très peu, mais en même temps ça nous sert très très bien pour l'entretien des sols et pour l'équilibre des parcelles. On a très peu de vaches, mais comme on est en montagne, on n'est pas en autonomie alimentaire à 100%, donc on les complète. À partir du moment où on les complète, on n'est pas déclaré sur la viande en agriculture biologique. D'accord. Alors, on a bien parlé de tous ces fruits. La vente, ça se passe comment? Parce qu'il y a des produits que vous transformez. Donc, on va parler des confitures. On en parlera demain, des confitures. Tiens. Mais il y a aussi de la vente directe du fruit. Voilà. Alors, au départ, je transformais pratiquement 100% de ce que je produisais en fruits. Donc, j'avais beaucoup de magasins. Enfin, je livrais pas mal. Aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. J'ai toujours 2-3 magasins, quelques magasins, je les ai tous supprimés les uns après les autres. Et parce qu'il y a une vraie demande aujourd'hui en fruits frais, en agriculture biologique, en fruits frais et en proximité aussi. Parce qu'aujourd'hui, il y a le bio, mais en même temps, il y a la démarche, oui, le bio, d'accord, mais pas qui vient d'Afrique du Sud ou de je ne sais pas quel pays. Parce que les dents, c'est plus les mêmes. Voilà. Et puis même, ça n'a aucun sens de consommer bio, un produit qui vient de l'autre côté de la planète. Franchement, ça n'a aucun sens. C'est complètement fou d'ailleurs. Je ne savais même pas que ça existait. Oui, bien sûr. Il y a des haricots verts bio au mois de décembre qui viennent du Kenya. Donc c'est une aberration. 25 € le kilo. Déjà c'est très cher, mais en plus, c'est une aberration. Aujourd'hui, on calcule la consommation carbone aussi et tout, donc on fait attention. Donc là, moi, je suis en agriculture biologique et je vends vraiment... je fais de la vente directe, mais vraiment de proximité, quoi. Donc j'ai donc ce marché, le samedi. On livre aussi les magasins, parce que les magasins aussi sont beaucoup ouverts au bio. Donc on livre les magasins sur des fruits frais quand on a une certaine quantité. Parfois des transformateurs, des gros transformateurs nous demandent nos fruits parce qu'ils ont une gamme bio. Voilà, ils ont une gamme bio, ils ont ouvert une gamme bio, donc du coup on peut les livrer dans le cadre de cette gamme bio. Et puis voilà, ça suffit à faire passer notre production, quoi. La noisette, tu fais de la poudre ou de la noisette? Pas du tout. Moi, la noisette, je la vends en coque. En coque. Au particulier. Je la mets même pas dans aucun magasin. C'est plus rare d'en trouver de la farine de noisette. Hein. Ouais, moi je suis pas sûre qu'elle se conserve très bien en plus. Il me semble même sous vide, même si on la met sous vide. Ouais, ça m'est arrivé d'en acheter d'un producteur d'ici et je trouve que ça se garde pas, ça se conserve pas terrible. Alors peut-être ils ont amélioré aussi, je ne sais pas. C'est un fruit les fruits secs en général sont demandés. Moi je sais que j'ai mon fils de 3 ans qui adore tous les soirs. Il faut que je lui casse des noisettes et des noix. Et ce sont des produits qui fonctionnent bien chez nous en Corse. Oui. Moi, je touche du bois. Il n'y a aucun souci sur la production ni de noisettes. Bon, en même temps, il n'y a pas de gros volume non plus. Oui. Mais non, il n'y a aucun souci. Et puis, les gens savent que la noisette, pour le coup, ils peuvent la stocker sur 1 an. Quoi. Donc, il y a des gens qui en prennent parce qu'ils en consomment toute l'année.
Il faudrait manger 3 fruits secs par jour, dit-on. Ah bon? Ah oui. D'accord. Pas plus, hein, 3. Ah bon, moi, ça me fait plus, quoi. Et voilà, il ne faut pas céder au plaisir. Au niveau des quantités, là, on en parle un peu avec David. Ça représente quoi? Est-ce que vous avez une idée de... En tonnage? Ouais. Oui, parce qu'on parle de tonnes quand même. Hein. Ouais. Oui, je pense qu'on doit être à, tout fruit confondu, peut-être à 5-6 tonnes de production. Enfin, les années, si je compte, non, des 5-6 tonnes, ce serait que les châtaignes. Mais là, la châtaigne, bon, tout le monde connaît le problème de la châtaigne aujourd'hui. Donc, c'est presque un fruit qui devient vraiment très marginal, quoi. Mais sinon, oui, quand il y avait la châtaigne, on pouvait atteindre les 10 tonnes. Et tu considères que tu fabriques en production de confiture Oh ben je dois être, franchement, je pense que je dois être à 20 ou 30% en transformation, c'est tout. Ah, c'est tout. Avant c'était l'inverse. Et avant c'était complètement l'inverse. Parce qu'il n'y avait boulot, pas de demande. Encore plus de faire la confiture, trier les fruits. Oui, moi ça me convient très bien de faire de la vente directe en fruits frais. Hein. C'est du boulot la confiture quand même. La confiture c'est du travail, c'est voilà. Puis après. Voilà, puis le sucre, tout est cher, quoi. Le pot, l'étiquette, le sucre, le truc, tout est cher. En même temps, il y a toujours des fruits qu'on ne peut pas vendre en frais. Donc, il faut transformer. C'est dommage de ne pas les valoriser, quoi. Ah oui. Bien, on va se quitter. On parlera des confitures demain. Donc, à demain. Marie-Claude Escarbon, qui on rappelle, hein, arboricultrice dans la Gravonne. À demain également, David. À demain. À demain. Je peux envoyer le jingle ou comme vous voulez? Je vous laisse discuter si vous voulez. Sapori rencontre un producteur insulaire, viticulteur, maraîcher, apiculteur, éleveur, horticulteur, cultivateur, ostréiculteur, arboriculteur. Ils sont tous là dans Sapori sur Alta Frequenza, aux côtés du chef David Mezzaki, qui s'amuse avec les produits pour les mettre dans vos assiettes. Sapori, une émission présentée par Frédéric Bertocchini et David Mezzaki. Bonjour, vous êtes sur Alta Frequenza, il est 11h15. Bonjour David. Bonjour Frédéric. Comment vas-tu en ce jeudi? Très très bien, merci. Nous recevons cette semaine Marie-Claude Escarbon. Bonjour Marie-Claude. Bonjour. Vous passez cette semaine en notre compagnie. Donc vous avez un verger dans la Gravonne sur la commune de Cotely-Courtitiat où vous faites, on en a beaucoup parlé, vous faites des agrumes, mais pas que, les fruits secs, la châtaigne, etc., mais également des confitures. Donc vous transformez vos produits. Tout à fait. Oui. C'est un métier dans un métier finalement. Voilà, et d'ailleurs, ça a commencé, enfin, en ce qui me concerne, ça a commencé par la confiture, par la transformation, avant la vente directe et des fruits, quoi. D'accord. Ouais. Est-ce que vous considérez que ce sont deux métiers différents, finalement, producteur? Est-ce que quelqu'un qui fait de la confiture, c'est un agriculteur? C'est-à-dire, c'est comme si vous me demandiez, est-ce qu'un berger qui fait son fromage, c'est un berger? C'est vrai. C'est un berger. Ouais, c'est un berger. Ouais. C'est pour ça que souvent, lorsqu'on me ramène à ma confiture, parce que c'est vrai que on dira que je suis plus connue, entre parenthèses, par rapport à la confiture, pour autant, j'essaie toujours de recadrer en disant non, mais je suis exploitante agricole et arboricultrice. Parce que quelqu'un qui va transformer, qui va recevoir des palettes de fruits, et comme il y en a, et c'est très bien, il n'a aucune maîtrise du fruit, ni de sa maturité, à part avec un réfractomètre, des choses comme ça, ni de la façon dont il a voyagé, ni éventuellement des quantités de frigo qu'il a eues, enfin bon bref. Alors que moi je connais mes fruits. Franchement, ce que je transforme, ce sont mes fruits, je les connais. Et ça fait toute la différence. Par exemple, la gelée d'orange, je ne la fais pas à la même saison que la confiture d'orange. Parce que je me suis aperçue que la gelée d'orange, c'était à telle saison par rapport à la maturité du fruit. Un fruit qui est sur un arbre, il n'est pas mature. L'orange, par exemple, reste des mois. En début de production, en sucre contenu dans le fruit, c'est pas pareil. On commence à 7 ou 8 grammes de sucre pour 100 grammes de produit de fruits et on finit en fin de saison à 13 grammes. Ah oui, donc l'équilibre après de ta recette n'est pas le même. Tout à fait. Ni la recette, ni la façon de travailler le fruit. Un fruit qui a 13 grammes de sucre ne se travaille pas pareil qu'un fruit. Bon, ça, c'est avec le temps que je me suis aperçue de tout ça. Est-ce que tu fais de la confiture, toi, David? J'en ai fait un peu de confiture de fraises, de figues. J'ai essayé clémentine, mais c'était pas une réussite. Oui. C'est assez fastidieux quand même. Ça prend quand même du temps et ça se fait pas comme ça. Il faut déjà étudier le taux de sucre qu'il y a dans le fruit pour équilibrer ton sucre qui pour va arriver à la réglementation qui est l'hydrométrie, de 59 grammes de sucre total. Voilà.
Et voilà. Et non, parce qu'il y a une souvent, les réglementation. gens- On ne fait pas une confiture comme ça sans savoir la réglementation. Et le taux de sucre que tu dois y mettre. Non, c'est assez compliqué. On croit que c'est comme à la maison. On fait un petit peu, on met dans un pot, on retourne le pot. Et... Ouais, c'est pas vraiment comme ça. C'est pas vraiment comme Et ça. Marie-Claude, est-ce que vous avez des clients, par exemple sur le marché d'Ajaccio, qui vous achètent des fruits pour en faire des confitures? Ah oui, Oui. oui, beaucoup en fait. Ouais. Quel que soit le fruit, Il y a une quelle vraie que soit la culture de la saison. confiture. Ah chez oui, nous, chez nous, Oui, il y a il y a la encore. confiture. Ouais, puis c'est agréable. Hein. Ouais. Bon, je reconnais que c'est pas vraiment la jeune génération qui fait des confitures, hein. Ouais. Mais on sent qu'il y a encore du plaisir. C'est un plaisir de faire la confiture. Hein. Je veux dire, c'est pas une contrainte. Mais, de toute façon, si c'était une contrainte, je pense que les gens n'en feraient pas. Mais c'est un vrai plaisir, même en termes d'odeur, même de travailler les fruits, c'est agréable. Tu moi, travailles j'aime en chaudron en beaucoup. cuivre Non, parce qu'en fait, le cuivre, c'est une histoire de conductivité de la chaleur. La hein. chaleur. Donc, non, moi j'ai des bassines, la bassine landaise classique. Ouais. Non, je travaille pas. D'abord parce que le cuivre, il faut faire très attention quand on le travaille pas. Après, ça verdit, Ouais. puis après, voilà. Et il n'y a pas les gens pour récupérer ces bassines-là. Donc, à la limite, ce serait même plus à risque. D'accord. Voilà. Donc, non, je travaille pas. Et sur le au niveau cuivre. du sucre, tu travailles avec quel sucre? Moi, j'utilise un sucre bio, bien sûr, pas le Rapadura. Il est Ouais. quand même raffiné. Hein. C'est Il n'est très- pas blanc. Ouais, il n'est pas blanc. Il n'est voilà. pas blanc. Il est brun le plus et clair possible. très Il est fort le quand plus même. clair. Non, il n'y a pas ce goût de réglisse qu'il y a Ouais. dans le Rapadura ou dans les. Je le prends le plus clair possible, pas complètement raffiné, mais le plus Ouais. clair possible. Parce qu'effectivement, par exemple, ce sucre-là, si on prend un sucre qui est très peu raffiné avec des agrumes, ça va pas du tout. Quoi. Ah C'est oui. horrible. C'est vraiment, faut être, je sais pas, c'est un médicament, quoi. Donc Ouais, non, c'est non, pas c'est possible. pas le but. Voilà, le but c'est de garder, et en Le goût termes du de fruit. couleur et en termes d'aspect visuel, il faut quand même que la confiture garde une belle couleur. Bien quoi. sûr. C'est vrai que le rapadura va venir. Va noircir tout. Il y a ça, une incidence voilà. sur le goût. Ah oui, le finalement. rapadura, il a déjà un goût à lui Ouais. tout seul. Alors rajouter à certaines confitures, c'est pas possible, c'est immangeable, quoi. Et quelles sont les confitures qui ont le plus de succès? Alors moi, je pense à la châtaigne, à la figue, parce qu'on déguste cette confiture avec le fromage chez nous. Sinon, quels sont Alors, les produits phares, je dirais? Je sais pas, je C'est serais drap. presque tentée de dire il n'y a pas vraiment de produit phare. Il y a les gens qui. Moi j'ai des amateurs d'abricots, quoi, hein, de fraises et de confitures tout à fait classiques. Mais bon, en même temps, c'est mes abricots, mais ils ont été cueillis à maturité, ils ont été transformés et ça n'a rien à voir avec la confiture d'abricots qu'on peut trouver dans le commerce. Parce que les abricots. Là, quand je parle de l'abricot, parce que l'abricot spécifiquement, lorsqu'il est cueilli, il garde son acidité. C'est pas un fruit qui va continuer à mûrir. Ça, c'est une fois qu'il est cueilli, son taux d'acidité ne bouge pas. Stop. Alors que d'autres fruits, le taux d'acidité disparaît et bon, on peut faire quelque chose. Et ben l'abricot, si vous prenez un abricot mûr, certes, il n'est pas du tout utilisable dans le temps. Il faut le faire de suite ou dans les 3 jours. Mais en même temps, au niveau du goût, ça n'a rien à voir avec une confiture d'abricot du commerce, quoi. Rien à voir. Et les gens, enfin moi, c'est ce que les gens me disent, quoi. La fraise, c'est pareil. Donc j'ai autant des amateurs de confiture tout à fait classiques. Et je dirais même que c'est peut-être là qu'il faut faire le mieux la différence entre une confiture du commerce et une confiture artisanale ou fermière, on peut dire, comme je le fais. Parce que les autres confitures, c'est tellement spécifique. La figue, les gens la connaissent ici, donc ils la consomment. Ici, c'est vrai, il y a beaucoup les agrumes, la figue, la châtaigne. Mais moi, je dis que, je persiste à penser que, voilà, pour vraiment faire la confiture entre une bonne confiture, eh ben, il faut prendre un fruit tout à fait classique. Et c'est là qu'on fait la différence. Et la framboise, vous travaillez en confiture aussi, Ah là? oui, la framboise. Oui. Ah oui, ça c'est terrible, la framboise. Hein. J'ai les papilles en folie, là. Je vous écoute, Marie-Claude. Moi qui adore les confitures. La framboise, ça vient à maturité à peu près à partir de la mi-juin en fruits frais. Et je fais les confitures à peu près, je commence vers la fin juin. C'est fastidieux aussi, hein, la framboise. Oui, c'est fastidieux à la cueillette, mais Ouais. pas vraiment à la en transformation. La transformation, il n'y a rien à faire. cueillette, c'est fastidieux. Enfin, rien à faire, il y a à cuire, mais il faut faire attention. Mais voilà, c'est très fastidieux. Mais en même temps, c'est tellement agréable d'être à 5h30 quand tout le monde dort au village. On est dehors à 5h30 du matin, il n'y a que les oiseaux et nous, et qu'on cueille tranquille. Pour moi, c'est un bonheur. 5h30, hein. Ouais. Et, On tient oui, bien non. le- Après, de toute façon, la framboise, il faut la cueillir avant le lever du soleil, sinon après, elle cuit. Ah oui. Elle cuit au soleil, on peut même plus la toucher. Elle est pas. Ah oui, c'est hyper fragile. Voilà, c'est extrêmement fragile. Donc, il faut que ce soit en barquette avant le lever du soleil. On va se quitter, Marie-Claude, mais avant ça, pour les personnes qui nous écoutent, où peut-on trouver vos produits concrètement? Donc on a compris, sur le marché d'Ajaccio, Alors, quel jour? le samedi matin uniquement, Oui. dans l'espace qui est réservé aux producteurs, Oui. aux exploitants agricoles. Sinon, à la roulotte. Moi, je Oui. livre la roulotte. Et au chemin des vignobles. Voilà, D'accord. sur Ajaccio. Sur l'exportation, non. Hein.
Oui, sur Ah ouais. l'exploitation, à partir de fin avril à fin septembre. Il y a, attenant à l'atelier de transformation, il y a une petite salle de vente. Ah, super. Voilà. D'accord. Et sur le marché d'Ajaccio, enfin, c'est quand même un marché quand même... Oui, sous la statue, sous les lions là, la statue lions. là. À côté en des haut. lions. Voilà, Bon, côté ben, en Tu as dessous, un voilà. regroupement de producteurs Je souvent vois, bio. oui, je connais, ouais, d'accord. Oui, il y a Souvent tous Paul, bio, il y a Paul. enfin en bio, il y a Paul et moi. Ah, Voilà. tous Mais les deux, d'autres mais- producteurs, c'est en tout cas des producteurs fermiers, puisqu'on est là avec l'accord de la Chambre d'agriculture. Ça veut dire qu'en amont, ils ont fait tous les contrôles pour dire que on est exploitant agricole. D'accord. En face de la librairie, Euh, qui est de l'autre côté de la route. nous, on est côté de la statue là. Du Ouais, côté coller du- la d'accord. statue. Voilà. Coller la statue. Ouais. Bon, mais on ira goûter les confitures de Marie-Claude Scarbon. Merci Marie-Claude, on se quitte demain. Merci donc, à vous. demain, il y aura ta fameuse recette, Oui, un petit David. cake que je viens d'écrire. Je vous livrerai la recette demain. À demain, 11h15.